Bonjour. Alors j'avais fait une vidéo il y a pas mal d'années, quand cette moto avait un mois et 1700 km. À l'époque je roulais beaucoup, donc ça fait longtemps que je me dis que je voulais faire une vidéo X années après. Donc c'est enfin en cours de réalisation. Donc maintenant elle a 7 ans, bientôt 54 000 km. Je commence à songer à acheter une plus grosse. Maintenant il y a les DSRX, les SRS, SRF qui me tente un peu, mais bon, celle-là est toujours très bien. Donc, j'avais créé un forum à l'époque pour parler des motos électriques en français, etc. J'y ai pas donné suite, hein, merci à ceux qui sont inscrits, mais depuis maintenant, je continue pas à le maintenir, je l'ai fermé. Pour le ressenti global, alors moi c'est très bien, je ne voudrais pas retourner au moteur électrique. Une fois on a goûté les avantages de l'électrique, bah, on n'a pas envie de les perdre. Moi, mon usage, c'est 90% pour aller au travail. Parfois, il m'arrive de charger en dehors du domicile, mais c'est très rare et en général, c'est chez quelqu'un. J'ai fait une charge une fois sur borne publique en 7 ans. Ça m'a coûté plus de 15 euros pour 3 heures de charge. Euh, donc, bon, après, il y a moyen d'avoir des bornes moins chères. Je m'étais mis au plus simple. Maintenant, j'ai un badge pour la voiture, donc c'est plus simple. Mais bon, clairement, sans l'option Charge Tank avec une moto qui charge à 1300 watts, en gros, on reste plus ou moins cantonné à la distance d'une charge, éventuellement une charge avec un petit complément, mais pas plus. Du point de vue du vieillissement, je ne remarque pas vraiment de différence, hein. Ça fait des années que je fais le même trajet, je la prends systématiquement pour aller au travail. Euh, et il me reste 2 tiers de batterie en revenant. Alors peut-être que je me suis calmé un petit peu sur la conduite, peut-être que j'arsouille un petit peu moins maintenant. Mais bon, j'utilise toujours le même tiers pour aller puis revenir du travail. Donc ça nous fait souvent 150 km d'autonomie quand je la prends à zéro. Tiens, je vais pas tricher, je vais la mettre là. Combien elle me dit? Range, il faut qu'elle démarre. 142,9. Voilà. Ça, c'est ça, c'est ce qu'elle me dit. Voilà, c'est typique. 130 à 150 km voilà, d'autonomie. Alors évidemment, sur autoroute à haute vitesse, ça c'est différent. Surtout que dans les débuts, je faisais de la voie rapide assez vite, donc j'utilisais souvent la bride à 160, je l'atteignais souvent, donc d'où j'avais des problèmes de chaleur. Maintenant, j'ai plus de problèmes de surchauffe parce que je fais plus du 160, je fais plus des grands trajets pour aller de Paris à chez moi sur l'autoroute A6. Donc maintenant, j'aurais plutôt plus d'autonomie, mais lié au fait que j'ai une moins grande tronçon d'autoroute à faire sur mon trajet. Pour ce qui est des coûts, bah alors l'électricité, ça me coûte à peu près j'avais fait le calcul il y a un moment, il y a déjà 2 3 ans, 1 centime du kilomètre avec d'électricité. Avec ma moto essence, c'était plutôt 8 centimes du kilomètre. L'assurance me coûte un peu moins cher. Par contre, quand même déception au niveau de la maintenance. Euh, la courroie qui était censée tenir 40 000 km, j'en ai changé plusieurs à 10 000 km. Depuis, j'ai un peu mieux compris comment ça se passait. Si on accélère fort sur un ralentisseur avec une petite marche au bout, euh, si on est en pleine accélération au moment de la marche, la roue perd un peu d'adhérence, ça comme beaucoup de couples. Et au moment où ça retouche, il suffit que la courroie soit un petit peu détendue, elle va soit casser, soit perdre des dents. Donc depuis, je fais bien attention à la tension de la courroie et attention au moment où il peut y avoir une perte d'adhérence de ne pas être en pleine accélération parce qu'au moment où ça reprend l'accélération. Donc voilà, on apprend aussi de ces erreurs. Je l'ai changé sur des bords de route après avoir cassé. Je me suis déjà fait remorquer d'autres fois. Donc j'en ai eu 2 de cassés et 2 qui ont perdu des dents, vraiment en 50 000 km, alors que en théorie, je ne devrais pas avoir perdu autant de courroies que ça. Donc mes entretiens, moi je les fais à la maison, hein. Je change ma courroie moi-même, ce qui nécessite de démonter le bras oscillant. Là aussi, je me dis qu'il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, peut-être. Comment dire, bah, les pneus, les plaquettes, purge de frein, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire, hein, voilà. Dans ses tout débuts,
il y avait eu des arrêts intempestifs incompréhensibles. Je l'ai amené chez le concessionnaire. Ils ont changé le moteur. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était pas ça? Mais bon, sous garantie, ils avaient changé le moteur. Plus tard, j'ai de nouveau eu des arrêts démarrage alors que la moto est en train de rouler. Après un démarrage au feu rouge, souvent, c'était souvent à ces moments-là. La moto redémarre, on voit la séquence de démarrage à l'écran se refaire et donc on se retrouve 5 ou 10 secondes sans accélération. Ce qui est très énervant quand on vient de commencer à remonter la file et qu'on n'a plus rien. Ça, c'est très énervant. Le concessionnaire au téléphone m'avait donné directement la solution. À l'époque, l'atelier m'avait dit mettez de la WD-40. Et c'est vrai que dans le log que j'ai récupéré avec le téléphone, on peut récupérer les fichiers log qui sont lisibles, on voyait que ça correspondait à des débranchements intempestifs de la clé, comme si j'avais tiré la clé en roulant. Et effectivement, quand l'humidité se met dans le trou de la clé, ça peut provoquer ce genre de problème. Donc depuis, voilà, une fois par an, une goutte de WD-40, j'ai plus le problème, ça c'était dans ces premières années. J'ai eu des problèmes de changement de cours ou de changement de roulement arrière, mais bon, ça c'était peut-être aussi une mauvaise manipulation de Cardi, comme je leur emmenais là. Depuis, je démonte moi-même mes roues, je l'emmène à n'importe quel garage, Cardi, Daffy, n'importe qui. Ils me changent, je récupère mes roues, je les remets moi-même, parce que il est possible qu'ils aient trop resserré, donc m'ont tué les roulements et un petit tube intercalaire qui était dedans, donc ça, les roulements, je mets des trucs standards, je cherche pas la marque. L'intercalaire, j'avais dû l'acheter. Alors, pour les pièces, moi, souvent, je les fais venir des États-Unis. En fait, il y a un vendeur qui vend à distance des États-Unis, là, à F1 Racing. Je prends chez eux. Ça revient à peu près le même prix que de les acheter en concession puisqu'ils font payer. Alors, c'est moins cher là-bas, mais on doit payer les frais de douane quand le colis arrive. Ces deux petits tubes, ils ne voulaient pas me le détailler à l'époque en France. Ils me disaient, bah non, ça faut tout changer, c'est 700 € pour toute la roue arrière. Alors que c'était qu'un petit tube en alu intercalaire qui va dedans, qu'ils avaient effectivement plié en leur montant chez Cardi. Sur les DS et DSR, il y a quand même les pneus d'origine, ils sont quand même pourris. C'est des Pirelli MT60 de mémoire. Donc ça, c'est vrai que ça passe pas mal en tout terrain. Je l'avais mis dans ma vidéo précédente. J'ai mis des trucs beaucoup plus routiers parce que finalement, je l'emmène pas dans la boue. J'avais fait un peu dans les débuts, mais je le fais plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Bridgestone Battle Axe parce que c'est ça qu'ils avaient quand je suis allé les changer. Je mettais avant aussi du Metzeler Tourance parce que c'est ce que j'avais sur la BM avant. Et ça, franchement, c'était le jour et la nuit. Avec les pneus d'origine, une bonne accélération sur du mouillé, la roue arrière part en patinette, il n'y a pas de traction de contrôle. Voilà, si vous avez le malheur de faire ça dans un virage, vous allez finir par terre. En ligne droite, c'est pas mal, hein, parce que quand ça se gère, puisqu'on accélère, zoom, l'arrière se met à patiner, on reprend, et voilà, on sent juste la moto qui décale un peu, on reprend avec le freinage régénératif, elle se remet tout de suite en place, on se fait une petite frayeur. Donc je le disais, bien tendre la courroie, moi je le fais au son, mais bon, je suis musicien, donc après, voilà, je me suis noté dans le garage entre 120 et 140 Hz, et voilà, ça fait un dong, 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 dong. On l'accorde comme une contrebasse au final à l'oreille. Je crois qu'il y a une appli de chez le fabricant Gate ou je sais plus comment. Moi j'ai le petit truc pour vérifier la tension de courroie, mais une fois que je me suis noté la note qu'il fallait, après maintenant je me l'accorde. Voilà, je me l'accorde à l'oreille. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Conseil aussi du point de vue de la charge aussi. Moi je me la charge sur minuteur pour optimiser la vie de la batterie. Il ne faut pas qu'elle passe trop de temps à 100%, et surtout pas trop de temps en dessous de 30%. Donc il faut, idéalement, si elle peut être entre 30 et 70, c'est passer le plus clair de sa vie comme ça. C'est comme ça aussi que j'ai pas eu de dégradation de batterie, qu'elle tient toujours. Donc moi je mets un minuteur, et de manière à ce qu'elle charge tard dans la nuit, en plus en heure creuse, et que quand j'arrive le matin, elle est juste finie de charger. Voire même peut-être pas tout à fait finie de charger, c'est pas grave du tout. Donc comme ça, je passe le moins de temps possible à 100%. En plus, l'hiver comme ça, la batterie est un petit peu chaude, c'est mieux pour rouler parce qu'il y a quand même une petite perte de puissance. Il faut le dire aussi, quand vers les 0 degrés, 5 degrés, l'hiver, je dépasse pas les 120. Particulièrement quand la batterie est froide, donc quand elle est restée sous un haut vent toute la journée au travail. Voilà, il y a une perte de puissance dans les grands froids. Au moins, quand je pars le matin, la batterie est à chaud parce qu'elle vient de charger.
Donc j'ai pas de problème avec ça. Voilà, maintenant elle dort sous abri, donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un confort, parce qu'il faut savoir que voilà, la batterie, ça a son petit tempérament, ça tient moins bien l'hiver, ça sur tous les véhicules, hein. Et aussi, on note bien une différence quand même dans la puissance. Voilà, après, mon retour de vieux conducteur électrique, on va dire, ce serait si vous faites un petit peu de travaux pour installer une charge, parce que vous passez à l'électrique, c'est vrai pour les voitures ou c'est vrai que pour les motos, bah, tant que vous y êtes, surdimensionnez les câbles. Moi j'ai été content comme ça de pouvoir installer une borne 7 kW pour ma voiture, parce que je m'étais dit que dans le futur, peut-être que je passerai à l'électrique sur la voiture aussi, ou peut-être bientôt une moto avec plus de puissance de charge aussi. Parce que là, dimensionné pour 1300 watts, c'est vrai que c'est bien. Mais si on en a à faire des travaux, autant surdimensionner, mettre du 6 mm², du 10 mm² de câble, voilà, c'est un peu plus cher, mais tant que j'y étais à faire une tranchée dans le jardin, voilà, j'ai passé des câbles en réserve. Voilà, peut-être une petite remarque sur les charge tanks que moi j'ai pas. Le truc que je trouve quand même un petit peu nul, c'est que même sur les versions Europe, les charge tanks, ils les fournissent sur les S, DS, DSR, avec une prise américaine quand même intégrée dessus. Et ça, je trouve ça un peu pourri, puisque la prise type 1 ne vous permet pas de mettre une borne avec câble attaché. Par exemple, moi, pour la voiture, j'ai installé une borne avec le câble attaché. Et ben non, il vous faudra un petit adaptateur type 2 vers type 1. Ou alors, sur une borne qui n'a pas le câble attaché, vous promenez le câble type 1 vers type 2 directement de la moto. Dans ce cas-là, là, c'est pas grave. Mais bon, voilà, ça, je trouve ça un petit peu nul de vendre une moto en Europe sans le câble européen. Voilà, bah, c'est tout pour les remarques et pour mon retour d'expérience sur cette moto qui me donne encore entièrement satisfaction, même si ces suivantes, là, notamment la DSRX, me font bien envie, ou Energica, ou peut-être même changer carrément de style et passer à une Harley Davidson Livewire aussi, hein, maintenant que j'ai fini de payer la maison, on peut se permettre des petites folies. Celles-là, par contre, on ne peut pas les amortir. Ça c'est clair que c'est pour le plaisir. Vu les prix délirants sur le haut de gamme, il faut que ce soit pour le plaisir, parce que si vous commencez à faire des comptes d'apothicaire à savoir si c'est rentable d'acheter une DSRX, d'acheter une Livewire, une Energica ou une SRS, SRF, non, c'est pas rentable.